Jeunes gens qui m'écoutez, prenez exemple sur vos grands anciens. Il y a 3 règles d'or pour faire de la radio. On apprend ça dans les écoles. Un journaliste ne bafouille pas. Ne nous découragera pas, pardon. Un journaliste ne rigole pas. J'arrive rapidement, c'est ça. Enfin, un journaliste ne dit pas de gros mots. Je vous dis merde! Tout de suite, une parenthèse à propos du juron que vous venez d'entendre. Je ne vous dirai pas qui est son auteur, car il a été enregistré à son insu par un technicien, alors qu'il se disputait, le mot est faible, avec une auditrice. Sachez seulement que c'est un journaliste de grosse notoriété. Tout au long de cette émission, d'ailleurs, je vous livrerai en vrac quelques-uns de ses jurons. À vous de découvrir son nom. Si vous le reconnaissez, vous pourrez toujours nous téléphoner. Vous gagnerez 20 km à pied, comme le dirait William Lémergie. L'ennemi numéro 1 au micro, c'est le bafouillage. Et puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, écoutez-moi, dans mes œuvres, dans un journal de 19h, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un mot qui s'est coincé sous la langue. Ronald Reagan qualifie cet attentat contre l'ambassade des États-Unis d'acte lâche et criminel qui n'empêchera pas la poursuite des efforts de paix au Proche-Orient. Cet acte criminel ne nous découragera pas, de nos objectifs de paix dans la région, a déclaré Ronald Reagan, qui a pris la parole spécialement avec le décalage horaire. Bon, d'accord, je bafouille, mais je ne suis pas le seul. Écoutez, André Arnaud, c'était un journal de 20 heures sur Europe 1 il y a quelques années, et c'est pas triste non plus. Éboulement près de Paris, un grand trou s'est formé au Mont Valérien, tout près du mémorial de la France combattante. Ce mémorial à l'intérieur duquel le général de Gaulle va se recueillir tous les ans, le jour du 18 juin. Ce matin, à 8 heures, le gardien a vu un grand trou. Ce trou avait 6 mètres de profondeur. Des pompiers sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'éboulement s'est produit pendant la nuit. Des galeries souterraines traversent le sous-sol du Mont Valérien. C'est peut-être cela qui est à l'origine de l'éboulement. Ce flash est un peu, lui aussi, éboulé. C'est l'intervention brusque de Francis Blanche qui tout à l'heure a créé de la perturbation ici. Oui, André Arnaud avait des circonstances atténuantes. Il y avait Francis Blanche dans le studio. Et c'est difficile de garder son sérieux avec un monsieur comme ça. Demandez à Vonnie ce qu'elle en pense. Vonnie est une animatrice d'Europe 1 et Francis Blanche l'a fait pleurer de rire pendant une pub. Rapide. Facile. Je disais donc, rapide. Facile, c'est un shampoing colorant rapide à préparer, facile à appliquer. C'est le nouveau shampoing colorant Récital. Récital se prépare en un clin d'œil. Récital est facile à appliquer grâce à son plein grand applicateur. Oui, et alors? C'est pas y alors, et puis... Alors, avec Récital... Et puis, avec Récital, vous pouvez tout faire. Foncer, éclaircir ou simplement raviver votre nuance naturelle. Vraiment, avec le nouveau shampoing colorant Récital, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Choisir votre nuance dans la plus belle gamme de nuances naturelles. La gamme? La gamme Récital. La gamme Récital, ben voilà. À France Inter, on n'a pas de pub. C'est dommage, car ça amuse beaucoup nos petits camarades des périphériques. Écoutez comment Fabrice, jadis, sur RTL, a massacré le sirop des Vosges. Un rhume, ça commence souvent par des éternuements, puis les yeux larmois, et enfin la fatigue apparaît. N'attendez pas d'en être là pour prendre du sirop des Vosges casé. Le sirop des Vosges casé, c'est bon, délicieux même, et tout de suite apaisant. Actif, énergique, efficace. Le sirop des Vosges, vous m'excuserez, c'est de la merde. Mais non, il se bat pour vous. C'est de la merde. Parce que moi, quand j'en ai bu, ça me fait gerber à tous les coups. Alors d'accord, j'ai plus de rhume, mais j'ai la chiasse, alors c'est pas mieux. Ouais, vous avouerez que c'est pas mal pour une pub. Il était très gai ce matin-là, Fabrice. Beaucoup plus gai en tout cas que notre inconnu célèbre et son stock de jurons. Tendez l'oreille, le revoici. Mais madame, vous êtes conne. C'est souvent au petit matin que la gaieté communicative s'empare des journalistes de radio et se propage dans le studio telle une épidémie. C'était sur France Inter il y a 5 ans. Un jeune stagiaire, Jean-Paul Gaillard, était chargé de lire les titres de la presse. Ce jour-là, les titres étaient plutôt marrants et voilà le travail.
France Inter, il est 5 heures, passé de 30 minutes. C'est toi là-bas dans le noir? Ça n'est qu'un début, après le faux départ, on met l'indicatif de chaîne, on reprend son souffle, Jacques Pradel essaie de sauver Jean-Paul Gaillard. Il est 5 heures, passé de 31 minutes et... Non, je vous propose de redevenir sérieux un petit peu. Il y a une ambiance de dissipation dans ce studio ce matin. Alors, je vais mettre bon ordre à tout ça. Je tape sur le premier qui rigole. Il y a des gens qui viennent d'investir ce studio, qui sont des bons camarades à nous, mais qui ont ce matin l'esprit un petit peu mutin. Alors, je vous propose de retrouver quand même, si vous le voulez, tout de suite, Jean-Paul Gaillard avec les titres de la presse parisienne de ce samedi matin. Et puis ensuite, nous continuerons à nous amuser entre nous, si vous le voulez bien. Jean-Paul Gaillard. Eh oui, nouvel échec, Jean-Paul Gaillard pleure de rire. De l'autre côté de la vitre, les techniciens sont sous la table. Alors on met de la musique pour patienter et on essaye encore. Vas-y Jean-Paul. Voilà donc avec un petit peu de retard. Jean-Paul Gaillard est un petit peu essoufflé. Enfin, le retard à cette heure-ci, ça n'est pas très grave. Nous ne sommes pas en retard ni les uns ni les autres. Les titres de la presse parisienne de ce samedi matin. Zut, un problème. Et rebelote, ça dure maintenant depuis 3 minutes et on essaye encore. Je vous demande pardon, mais j'ai débarqué dans ce studio dans une petite ambiance assez guillerette. Zut, un problème. Je crois que je vais finir par y arriver malgré tout. Alors donc, ce fameux zut un problème, chic un Giscard, c'est le titre le plus sautillant de la presse ce matin. Un peu d'ironie de la part du quotidien de Paris qui veut ainsi souligner l'image d'homme orchestre que se donne Valéry Giscard d'Estaing, qui se rendra, je vous le rappelle, successivement au cours de l'année en Algérie, en Pologne, en Grèce, au Zaïre et en URSS. Oui, on pourrait croire que Jean-Paul Gaillard est maintenant tiré d'affaire. Erreur! 1 heure plus tard, ça recommence et cette fois c'est Jean-Louis Foulquier qui participe à la fête. 6h32 minutes. Bah alors, les titres? Bah quand est-ce que je l'ai dit, mes titres, Jean-Louis Foulquier? Bah quand vous voulez. Alors voilà. Zut, un problème. À bientôt, 33 minutes. Voici quelques titres concernant l'actualité. Que j'ai sélectionné pour vous. Lutte contre le banditisme, succès pour la police française, les arrestations... Ouf pour Jean-Paul Gaillard, il y est enfin arrivé. Il a tout de même eu le plus long fou rire de toute l'histoire de la radio. Autre curiosité, la nuit, le triangle des Bermudes, où viennent se perdre mystérieusement quelques poignées d'auditeurs. Les flashs de nuit sont toujours piquants, surtout quand c'est le réveillon et quand c'est Gilbert Picard, passablement éméché, qui les présente. La suite se passe de commentaires. Il est 4 heures, vous écoutez France Inter. Gilbert Picard. Aux vaches aussi, ça leur arrive de faire des fugues, surtout en période de sécheresse. 3 vaches, dont l'une aurait pu jouer avec Fernandel dans le célèbre film La vache et le prisonnier, s'ennuyaient dans leur pré à Outreville, près de Nancy, c'était sec. Dans un champ voisin, il y avait de belles betteraves bien appétissantes. Les vaches se concertèrent, et après avoir bien ruminé leur idée, elles s'en furent gaillardement brouter sans complexe les betteraves du voisin. Mais quand on dit qu'une vache, c'est bête, on se trompe. Nos vaches en question regagnèrent leur enclos après avoir fait bombance. Le propriétaire du champ de betteraves se plaint à celui des vaches. Mais tout le monde n'y allait fait. Mais la nuit suivante, rebelote. Pour fournir la preuve du délit et que les vaches dépassaient les bornes et la barrière,
L'agriculteur se cacha à l'affût dans les betteraves, armé d'un pot de peinture. Et comme une vache peint en vert, comme l'équipe de Saint-Étienne. Les vaches vertes se confondaient avec les betteraves, mais il n'y a pas eu que des bisons qui étaient futés. Voilà, tous les psychiatres que nous avons consultés nous ont dit que c'était grave. À la radio, le fou rire est souvent provoqué par... Vous venez d'entendre les vaches vertes de Picard. Il y a aussi le mimosa blanc de Duval et le petit homme jaune d'Arnaud. Voici d'abord le mimosa blanc, 7h du matin, sur France Inter. René Duval, très sérieux, et Jean-Claude Mangeot, sérieux aussi, présentent le journal et mijotent une invraisemblable sauce météo. Du mimosa blanc, on n'avait jamais vu cela, même à l'île d'Oléron. C'est une conséquence du temps. Un peu partout en France, il a encore neigé hier. Oui, la vente du mimosa qui commençait à fleurir à l'île d'Oléron paraît d'ailleurs quelque peu compromise. Neige donc, surtout dans... Je crois décidément, effectivement. La fatigue conduit et le fou rire n'est pas convenable au micro. Excusez-nous. La vente du mimosa donc commençait à fleurir. Elle paraît bien compromise. Neige surtout dans l'ouest de la France et dans la région parisienne, mais aussi en fin d'après-midi hier sur le Limousin. Le froid s'est légèrement atténué au nord de la Loire. Par contre, au pic du midi, il a fait moins 17 et moins 8 à Périgueux. C'est nerveux. Froid très vif également dans la matinée, dans le midi méditerranéen, mais le soleil a eu rapidement raison. Je sais pas si on pourra finir, monsieur Lecoq, vous êtes en meilleur état. Bon, d'une manière générale, ces températures devraient tout de même, soyons sérieux, remonter lentement. Je vous ai promis le petit homme jaune, le voici maintenant. C'était un journal de 20h sur Europe 1, présenté par André Arnaud. Un petit homme jaune coiffé d'un chapeau de feutre noir. Bon, monsieur, écoutez, franchement, nous avons un journal à faire et qui doit durer jusqu'à 8h12 avec un tas d'informations à donner. Je crois quand même que pour aussi joyeux que vous soyez et que je suis moi-même, il faut les donner. Donc, je vous disais, un petit homme jaune coiffé d'un chapeau de feutre noir rabattu sur les yeux est sorti en trombe d'une grosse voiture américaine et s'est engouffré dans le hall du ministère des Affaires étrangères poursuivi par les flashs des photographes. Si le petit homme jaune vous a plu, vous apprécierez aussi la véritable histoire des pommes de terre poilues. C'était le 15 juillet dernier, à 6h du matin sur France Inter, un très joli duo entre Isabelle Montrosier et Pierre Gans. Enfin, pour terminer ce journal, l'information sûrement la plus importante de la matinée, et je pèse mes mots, des chercheurs américains ont réussi à fabriquer des plants de pommes de terre poilus. Des poils qui vont réussir à anéantir les insectes qui ravagent les cultures. Tout cela uniquement pour des questions d'économie. Et oui, pas de sexe. On ne serait presque plus obligé de traiter les pommes de terre qui coûtent très cher. Une drôle d'utilisation tout de même pour des poils Pierre Gans. Les chasseurs américains ont voulu vérifier sur des insectes l'existence de fantasmes qui entraient, paraît-il, l'esprit de certaines femmes ou de certains hommes, l'attirance pour les systèmes pileux développés. Mais la morale de cette histoire est sauve, car en fait ces poils sont des pièges, Philippe. Les gentils insectes gourmands qui voudraient les caresser de leurs mandibules amoureuses n'y survivront pas. Ces poils sont en effet terminés par une petite vésicule emplie d'une sorte de glu. Au contact de la bestiole, la vésicule s'ouvre et répand la glu qui immobilise l'intruse. Au mieux, le parasite qui s'échappe meurt un peu plus tard. Les pattes et les mandibules paralysées, je vous signale, c'est assez dramatique. À qui ça arrive, il ne faut pas rire. Les chercheurs de l'université de Cornell comparent l'effet de leur invention à celui du papier tue-mouche, et cela très très sérieusement. Ils ont obtenu ces patates à poils en croisant les bons vieux tubercules du Sieur Parmentier à une pomme de terre sauvage qui pousse en Bolivie, au fin fond de l'Amérique du Sud. Il ne remplace pas complètement l'insecticide, mais il en limite l'usage. En principe, la commercialisation doit avoir lieu dans une dizaine ou dans une quinzaine d'années. D'ici là, les pucerons auront inventé le rasoir électrique et les fabricants de couteaux à deux lames. Vous savez, celui dont la première lame saisit le poil de la patate et dont la seconde le coupe avant qu'il ne se rétracte. Rassurez-moi, Pierre, vos poils sont normaux? Oui, et je ne suis pas une patate. Enfin, au hit parade du fou rire, c'est Jean-Pierre Blanzac qui arrive largement en tête avec son célèbre flash de 17h sur Europe 1, un flash saboté de A à Z par le comique Pierre Péchin. À Beyrouth, au Liban, la situation s'est bien améliorée. Les combats avaient repris il y a 2 jours entre chrétiens et musulmans, ils se sont calmés. Cette accalmie relative survient au moment de l'arrivée de l'ancien Premier ministre Maurice Couve de Murville. Pierre Péchin, quand on parle de Maurice Couve de Murville, en principe, personne n'a envie de rire, dans la mesure où c'est un monsieur très sérieux,
Dans la mesure aussi où il est chargé d'une mission de conciliation. Monsieur Couve de Murville a d'ailleurs le sens de la nuance, il ne veut pas parler de médiation. Je suis chargé d'une mission d'amitié. On est parti. Et voilà, il faut que je me rattrape tout seul. Je suis donc chargé d'une mission d'amitié. A-t-il déclaré à son arrivée. Bon, ma première histoire un peu plus drôle que celle de Monsieur Couve de Murville. Alors, ce qui est agréable, c'est comme ça, avec Péchin, qu'on a un petit bout de fou rire, il arrange drôlement les choses. Je continue. Non, je continue pas. Et si je continue. J'en fais pas aujourd'hui. Je suis en train de chercher ce qui pourrait me faire rire, puis j'ai l'impression que tout ce que je fais. Et il pleure, Péchin, il pleure. Bon. Eh bien, disons que... Ah non, bon, ce soir, il va pas de toute façon, vraiment, on le prend. J'essaie de faire l'état des cours, généralement, c'est pas triste non plus. Avec la 6e, le prix Nogent, tous les chevaux ont couru. Premier, le 602, Jaguar Vichy, 240 gagnants, 3 francs 60. Deuxième, le 603, Floirac. Troisième, le 601, Méditerranéen, 1 franc 50. Je peux même pas tendre ma feuille à Péchin pour vous donner la 7e. Il est encore sous la table, lui. La 7e, c'est le prix Calabret, tous courus encore. Premier, le 708, Ruidel, 2 francs 50 gagnants, 1 franc 30 placés. Deuxième, le 706, Les Tourneaux, 1 franc 80. Troisième, le 7... 1 franc 90. Je voulais vous faire profiter d'une bonne histoire d'un plaisancier dont la vedette avait été en feu au large de sauvé par un sous-marin italien, mais je crois que mon histoire est tellement longue que j'y arriverai pas. Je préfère vous dérocher en espérant que Pierre Péchin 3 mots et vous dire qu'à 18h, il vous présentera le journal. Voilà, Jean-Pierre Blanzac a tenu tout seul pendant 2 minutes et 25 secondes, et croyez-moi, quand on est au micro, c'est une performance. 6 ans après, il en a encore mal au ventre. Quant à notre inconnu célèbre, lui, il continue à nous envoyer des jurons. Allez vous faire foutre! Vous avez trouvé son nom? Je suis sûr. Quelque chose d'irrésistible à la radio. Incident technique. Il y en a de toutes les sortes. Exemple, Didier Hadès appelle Pierre Gordon. Édouard Guirec, l'ancien premier secrétaire, est bel et bien consommé. Hier, le comité central a décidé d'entamer la procédure d'expulsion du parti. Sur place, l'analyse de la situation par notre envoyé spécial Pierre Gans. Bientôt sur le passé, tel semble avoir été le souci du 12e et dernier plénum du comité central. Il dit merde, ça vous apprendra à me faire reprendre. 1-0. Tirer un trait sur le passé semble... J'ai l'impression, Pierre Gans, que nous avons quelques problèmes de liaison et que vous-même, hier, avez quelques problèmes de communication avec nous. Plus tard. Oui, vous noterez avec quel aplomb Didier Hadès. Et revoilà Jean-Pierre Blanzac sur Europe 1. Il essaie désespérément de joindre Yvan Levaille en direct à bord d'une voiture émettrice. Le gros morceau du Conseil des ministres était consacré aujourd'hui au projet de loi Malo, pourtant réforme de l'ORTF, projet qui doit être présenté la semaine prochaine aux députés. Alors maintenant, on doit avoir des précisions officielles, Yvan Levaille. Une histoire de transport de capitaux pour l'Italie. Je crains que pour l'instant, je ne sais pas si c'est exactement la liaison que nous devions avoir avec Yvan Levaille, à qui je demandais, dans la mesure où il se trouve, je pense, à l'hôtel de Varennes, où le porte-parole du gouvernement, M. Jean-Philippe Leca, doit être en train de faire le compte-rendu du ministre. J'espère quand même que nous allons avoir Yvan Levaille plutôt qu'une histoire de transport des capitaux. En tout cas, c'est une réforme de l'ORTF. Yvan Levaille. Oui, je suis bien à l'hôtel de Clermont, il s'agit... Oui, ils sont partis ce matin. Non seulement vous êtes à l'hôtel de Clermont, mais j'espère que vous y resterez. Dans la mesure où, Yvan, nous avons une espèce d'interférence. Je vous rappelle quand même, Yvan, essayez de nous parler de la réforme de l'ORTF. Bon, ça fait partie de ce qu'on appelle les gags du direct. Il reste encore quelques dizaines de secondes. Il n'y a rien à faire, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais il y a pire que ça, ce qui est arrivé à Georges Hatchuler pendant un flash spécial sur Europe 1. Un technicien s'est trompé de manette, Hatchuler demandait le Premier ministre, il a reçu une boîte d'anguilles. Pardon, Sacha Distel, l'information prime tout, la parole est à Georges Hatchuler. Oui, nous allons maintenant écouter M. Pierre Messmer, le nouveau ministre. Elles sont retenues cheminées, avant d'être trempées dans la saumure. Mais toutes les anguilles ne finissent pas en boîte ou en baril.
Encore un gag tout à fait involontaire, le meneur de jeu d'Europe 1 appelle son correspondant à Rosny-sous-Bois pour la route, et visiblement il le surprend car l'autre ne sait pas qu'il est sur l'antenne. Et voilà le résultat. Maintenant que le Mervedis GT, le pneu sans frontières, toujours au service de l'automobiliste, est heureux de s'associer à la Commission routière et Europe numéro 1 pour vous guider sur les routes de France. Et pour cela, on appelle Monsieur Pierre Laforêt à Rosny-sous-Bois. Oui, allô? Pierre? Oui. Oui, oui. Hein? Je vous entends très bien. Oui, tu m'entends? Très très bien, Pierre. Oui. Alors allons-y. Alors attends une petite seconde, hein? D'accord, j'attends. Attends. Il y a tellement d'embouteillages, Pierre. Hein? Il y a tellement d'embouteillages. Il y en a un peu partout, hein? Dans vos papiers aussi, je suppose. Hein? Dans vos papiers aussi. Ah oui? Attends. C'est Sam, hein? Oui, c'est Sam. Bon, Et ça, vous avez une voix tellement jeune. Ah, mais oui, bah, j'ai que 12 ans et demi. Hein. Ah oui, c'est ça. Bon, alors, parce que j'ai tout un gros bordel ici, étant donné que mon transistor n'a plus de pile parce que les gendarmes l'empruntent la nuit pour l'écouter. Ah bon? Bon, bah Pierre, on vous retrouve tout à l'heure, alors, hein? Voilà, il n'y a pas que les incidents techniques. Le lapsus est également un ennemi redoutable pour le journaliste. L'an dernier, à Noël, j'avais confondu Jean-Paul II avec Jean-Paul Belmondo. Eh oui. Retour aux préparatifs de Noël. Si vous avez décidé de passer un réveillon pantouflard devant la télé, vous aurez le choix entre l'homme de Rio et l'homme de l'Ouest, les deux grands films de la soirée. L'homme de Rio, c'est Jean-Paul II, Jean-Paul Belmondo, mon Dieu, pourquoi je dis Jean-Paul II, sans doute à cause de Noël. Jean-Paul Belmondo à 23h sur FR3, et l'homme de l'Ouest, c'est Gary Cooper, à minuit 40 sur Antenne 2. Nonobstant la télévision ou la messe, vous faites peut-être partie des retardataires du réveillon, ceux qui font leurs achats de Noël à la dernière minute. Il me manque des cadeaux, j'ai oublié l'écharpe de Tante Jeanne, le parfum d'Anne-Cécile, les cigares de Maurice ou la poupée d'Agnès. En ce moment même, aux 6 coins de l'Hexagone, plusieurs dizaines de milliers de Français achètent à la va-vite qui seront posés ce soir au pied du lapin, et moi je n'arrête pas de rigoler. Les clients. Les reportages sportifs sont pas plus, surtout quand on y ajoute une touche d'exotisme. Écoutez ce document, c'est un match de football entre le Cameroun et le Mali, commenté par le Pierre Loctin local au Cameroun. Ça mérite le détour. Touba reprend la balle sur le dégagement de Kalala. Kalala reprend la balle en direction de Moutongo. Moutongo sur la passe dans la circonférence, médiane rapport sur Kwanga. Kwanga remonte vers la médiane, regarde la position des gens, traverse la médiane maintenant, regarde alors que Mayanga attend. Kwanga est toujours sur la balle, dégage la balle en direction de qui? En direction de Kialousta. Moutumba est battu de vitesse par Len qui renvoie sur Kam qui place sur Len remonte vers la ligne de touche, dribble magnifiquement, Tumba repart depuis bête, dribble encore une fois, tourne sur lui-même, magnifique ça, magnifique. Len est parti en direction de Dongo, l'équipe camerounaise semble retrouver sa vitesse de croisière, alors l'amertume disparaît. Léa reprend cette balle, Léa la reprend, on en a et c'est le but, on en a et l'égalisation est là, mais le Bombono, magnifique. Génial. Mono sorcier. Magnifique mono sorcier. Vous avouerez que la joie du commentateur est communicative. Il est en tout cas beaucoup plus sympa que notre inconnu aux injures. Vous avez déjà emmerdé. Foutre Dieu, madame. Oui, tout de même, c'est facile. Maintenant, je suis sûr que vous l'avez démasqué. Un sottisier radiophonique serait incomplet sans la présence de qui? Politique, dont l'humour, parfois involontaire, est toujours irrésistible. Exemple numéro 1, Raymond Barre, alors Premier ministre. C'est un monsieur très sérieux, et pourtant, voilà l'état dans lequel nos reporters l'ont trouvé à la sortie d'une réunion de l'ancienne majorité. Est-ce que la soirée a été constructive? Oui. Très constructive, très constructive. C'est tout à fait l'adjectif qui convient. Bonsoir, je vous souhaite une bonne nuit. Merci, vous aussi, monsieur Barre. Edgar Faure, lorsqu'il était président à l'Assemblée nationale, était très courtois, mais il ne fallait pas trop l'énerver. Écoutez-le enguirlander ses collègues députés comme un professeur réprimande sa classe. Messieurs, mes chers collègues, si vous ne faites pas faire le silence, je ne suis pas dans la séance. Je vous en prie, assez de chahut. J'en ai marre. Toujours à l'Assemblée nationale, un superbe lapsus du député RPR Robert-André Vivien qui discutait d'un texte sur la pornographie. Puis-je vous poser une question? Cette photo est-elle perverse? Je signale qu'elle est tirée du film Histoire d'eau, une dame est battue, une dame est blessée, elle embrasse une autre dame, etc., etc. Bon, ceci c'est de la perversité. Ceci c'est de la perversité. Je n'ai pas interrompu M. Claudius Petit. Et ceci est paru dans l'Express qui bénéficie de l'article 39 bis de l'aide de l'État tarifaire. Alors faites très attention et durcissez votre sexe.
Ouais, l'Assemblée nationale étant le dernier endroit où on se marre, on y retourne tout de suite avec une intervention complètement foireuse de Jean Sauvagnargues, qui était alors ministre des Affaires étrangères. Ce jour-là, il avait trop bien déjeuné et ses idées étaient confuses. Jean Sauvagnargues, inimitable à la tribune de l'Assemblée. La question posée par M. Debré, est-il préférable de renforcer le tarif extérieur commun plutôt que d'aller à des mesures de cloisonnement intérieur? Je réponds sans hésitation, oui. Non, il n'est pas question... Pardon. Sans hésitation, oui. Non, il n'est pas question... Pardon. Enfin, une petite phrase qui prouve que même un académicien peut se planter. Le ministre de la Justice de l'époque, Alain Perfit, voulait faire un bon mot, mais il faut emmêler les pinceaux. À ma connaissance, d'ailleurs, c'est la seule fois où Perfit a été drôle. Il ne faut pas vouloir faire de l'habeas corpus une copie systématique du système anglais, car ça n'aurait pas plus de succès que la tentative du siècle dernier qui consistait à élever des dromadaires dans les dunes des Landes. Quand ils parlent, les hommes politiques sont déjà très drôles, mais lorsqu'ils chantent, ça devient insoutenable. Écoutez Michel Debré interpréter la Marseillaise après la grande manifestation de 1968 sur les Champs-Élysées. C'est ce qui s'appelle exécuter une Marseillaise, la pauvre. Et pourtant, il y a pire. C'est celle que Giscard a chantée porte de Pantin à Paris à l'issue d'un meeting électoral en 81. Vous n'avez sans doute jamais rien entendu de plus faux. Nous allons maintenant chanter tous ensemble. Standard sanglant élevé, standard sanglant élevé. Entendez-vous dans le campagne dire cette féroce soldats qui viennent jusque dans nos draps, égorger nos fils et nos compagnes. Nos citoyens sont Si les mélomanes ont entendu ça, c'est pas étonnant qu'ils aient voté Mitterrand. Et maintenant, le bouquet final du sottisier. Ça s'est passé à Antenne 2 pendant un journal présenté par Daniel Bilalian. Le globe-trotter Henri Weber revenait de Pologne. Devant les caméras de la télévision, il est venu parler d'un problème sérieux et même grave, le rationnement en Pologne. Mais il l'a fait d'une façon tellement bizarre, en répétant une bonne vingtaine de fois le mot que c'est devenu franchement désopilant. De l'humour involontaire au second degré, le pauvre Bilalian a bien essayé de glisser plusieurs fois l'expression d'attente, mais l'autre... On n'a pas idée ici en France de ce que représente ce phénomène en Pologne. On sait simplement que les queues sont très longues et qu'elles durent plusieurs heures et que souvent, pour des objets alimentaires, elles durent toute la nuit, mais on ne connaît pas
un autre type de queue qui est probablement le plus éprouvant pour la population, c'est les queues pour obtenir des biens de consommation durable ou des biens d'équipement, et qui, elles, ou alors des papiers administratifs, et qui, elles, ces queues durent plusieurs semaines, plusieurs mois, et impliquent toute une organisation, et mobilisent la population, mobilisent son énergie, l'épuisent littéralement. Par exemple, j'ai fait la queue à Varsovie pour obtenir des meubles, avec un Varsovien des meubles. C'est une queue qui durait déjà depuis 2 mois, et il y avait encore 2000 inscrits sur la liste, parce qu'évidemment, ces queues-là ne peuvent pas se dérouler physiquement, elles s'organisent. Oui, justement, on s'organise à l'intérieur de ces files d'attente. Alors, cette queue est une grande organisation en Pologne, la plus grande organisation de masse, n'est pas comme on le croit ici, Solidarité de syndicats, mais l'organisation spontanée des queues. C'est-à-dire qu'il y a 15 à 20 millions de Polonais qui sont organisés en permanence dans des queues. Et ces queues secrètent leurs propres dirigeants, leur comité social de queue, leurs dirigeants naturels. Ils secrètent leurs propres droits. Par exemple, il y a... les files d'attente. Hein. Les files d'attente. Oui, c'est ça. Ils secrètent leur propre jurisprudence. Par exemple, mais lorsque il y a une femme enceinte, elle n'a pas une priorité absolue, mais elle dispose d'une vitesse de progression améliorée dans la queue. C'est-à-dire que lorsque la queue avance d'un cran, elle avance de 2 ou 3. Même chose pour les invalides, pour les retraités à compléter. Bref, il y a une économie politique de la queue par le libéralisme, c'est-à-dire que les Polonais sont propriétaires de leur place dans la queue, dans la file d'attente, comme vous dites. Ils peuvent la vendre, et ils le font. Par exemple, au consulat de France, en ce moment, il y a une queue de plusieurs centaines de mètres tous les matins, et le prix d'une place pour pouvoir déposer un dossier pour un visa dans la journée est de 500 zloty, c'est-à-dire 1/10 du salaire mensuel d'un Polonais. Bien, alors je crois que là on a une idée de ce qui se passe dans ce pays, effectivement, et il n'y a pas mieux que quelqu'un qui y a vécu et carrément qui a étudié ce problème pour en parler. Merci, Henri Weber. Oui. Que se termine cette émission avec peut-être tout de même un dernier juron. Merde. Mais madame, vous êtes conne. Oui. Allez vous faire foutre. Maintenant trouver le nom de ce monsieur très fâché. Heureusement qu'il envoie un autre vocabulaire lors des mariages princiers et des enfants de première classe. Pour terminer, sans faire de générique, je remercie tous ceux qui m'ont permis de retrouver et de diffuser ces documents. France Inter, Yvon Levaille à Europe 1, à RTL, comme le dit Noël Jadnet. Espérons que cette émission contribuera à enrichir les archives de l'audiovisuel qui constituent la mémoire collective de ce siècle. Violent de la radio, comment voulez-vous dire? Oui, Patrice Bertin, donc. Thank you.